Bonjour et bienvenue chez Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je suis Cécile et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de la multipotentialité dans le monde de l'entrepreneuriat. Que tu sois entrepreneur, freelance, créatif ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière d'intégrer avec succès tes multiples passions et talents dans ton activité professionnelle, tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment embrasser et canaliser notre multipotentialité pour enrichir nos vies personnelles et professionnelles. Alors, installe-toi confortablement et embarquons dans cette aventure inspirante. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovart Business. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Vanessa, une nouvelle recrue de notre association Elle au pluriel, dont je vous parle très très régulièrement. Et donc Vanessa nous a rejoint le 18 avril dernier lors de notre journée porte ouverte Open Spot Coffee. C'est d'ailleurs ici qu'on enregistre aujourd'hui, dans ce beau lieu tout rose. Et Vanessa fait un métier qui est encore peu connu, qui existe depuis un certain temps, mais qui est encore peu connu. Donc, je te laisse tout de suite te présenter. Bonjour Cécile, bonjour à tous. En effet, je suis doula, accompagnante périnatale pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce terme. En fait, en tant que doula, on est là pour accompagner les femmes à toutes les étapes, toutes les grandes étapes de leur vie, et principalement au cours de leur maternité, quand elles ont un désir de fonder une famille, quand elles attendent un enfant, au moment de la naissance, ou après, pendant le postpartum, qui est une période très compliquée, de grands bouleversements, comme on le sait tous. Donc en fait, c'est un accompagnement global de l'avant-conception presque jusqu'après, voilà, la naissance. Tout à fait. Vraiment très très global. On est sur un accompagnement global et surtout sur un accompagnement qui n'est pas médical, qui vient compléter votre accompagnement médical classique. On ne remplace pas la sage-femme, on travaille en complémentarité et on vous soutient sur le plan moral, physique, psychologique. En fait, on est vraiment une personne ressource tout au long de ce parcours de parentalité. Ok, alors on va reparler de ton métier plus en profondeur. Avant, est-ce que tu peux nous dire, qui tu es? Tu nous as donné ton métier, mais on ne sait pas qui tu es, quel est ton parcours de vie, ton parcours professionnel. Peux-tu nous en dire un peu plus? Donc moi j'ai 38 ans, je suis maman de 2 garçons de 7 ans et bientôt 13 ans. Je viens du milieu de la communication puisque j'ai travaillé pendant 15 ans en agence de communication et dans des entreprises, notamment dans le logement social pendant 8 ans où j'étais responsable communication marketing. Donc voilà, ma première vie professionnelle était plutôt orientée vers valoriser, mettre en avant les services et les produits d'autres personnes. Et puis sur le long de mon parcours personnel, mon parcours de maman notamment, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres sujets, notamment celui de la maternité, celui d'aider les femmes, de soutenir les femmes, qui était vraiment important pour moi, d'offrir sûrement aussi un soutien que moi j'aurais aimé avoir dans ce parcours. Et voilà, l'idée a cheminé. J'ai commencé par m'engager en tant que bénévole à la naissance de mon premier enfant. Mon premier enfant est né grand prématuré. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est retrouvés à 25 ans face à ce parcours-là, qui était un parcours qu'on n'avait évidemment pas du tout anticipé. Et puis dans ces cas-là, il faut faire face. Donc on gère la situation, mais c'est vrai que quelques mois ou années plus tard, ça peut devenir plus compliqué. Donc ça a été mon cas. Et puis je me suis dit, ok, aujourd'hui, 6-8 mois plus tard, après la naissance de Liam, je vais bien. J'ai récupéré, j'ai le moral, j'ai mon fils qui va bien, j'ai cette chance-là, il n'a pas de séquelles. C'est hyper important, ouais. Voilà, mais je pense qu'on a vraiment tous besoin de soutien dans ces périodes-là. On a besoin de pouvoir aussi s'exprimer, d'être entendu par des gens qui comprennent ce qu'on vit. On a beau être très entouré sur le plan familial et amical, ce qui était mon cas. Personne n'avait été confronté à ça dans ma famille et c'est vrai qu'avec mon mari on se retrouvait un petit peu seul parce qu'en fait les gens vu que notre fils allait bien et que moi j'allais bien avaient pas trop envie d'entendre parler de tout ça. Ils nous disaient non mais ce qui compte c'est qu'il aille bien, ce qui compte c'est que tu ailles bien. Ok, mais est-ce qu'on gomme ce que j'ai vécu, ce qu'on a vécu? On peut pas le gommer. Donc en fait moi ma façon de transformer ça en quelque chose d'un petit peu utile en tout cas pour moi et surtout pour les autres, ça a été de m'investir.
Donc ça a commencé par un engagement auprès de PremUp, qui est une fondation médicale portée par de nombreux médecins, notamment basée à Port-Royal à Paris. Cette fondation, en fait, elle finance la recherche médicale pour la meilleure prise en charge des mamans qui ont des grossesses difficiles et surtout la meilleure prise en charge des bébés nés trop tôt, donc des grands prématurés, prématurés. Donc c'est forcément indispensable. Donc avec mon mari, on s'est tous les deux investis pour récolter des fonds et puis pour participer à un événement qui avait été lancé à l'époque et qui s'appelait la Marche des bébés. D'accord. Voilà, la Marche des bébés, donc avec pour objectif de collecter des sous. Donc nous, on a collecté des fonds, on a pris la parole en tant que parents ambassadeurs, on a témoigné pour permettre d'avoir de la visibilité. C'est un investissement en fait. Hein. Voilà. Ouais. Donc on s'est investi à ce niveau-là avec PremUp. Et puis en parallèle aussi, j'avais envie de plus de concret, vraiment dans le quotidien, d'aider vraiment les femmes qui traversaient cette épreuve-là, qui étaient soit en menace d'accouchement prématuré, donc avec un bébé qui allait arriver trop tôt, ou avec un bébé qui était arrivé trop tôt, et parfois des issues moins favorables que la mienne. Et du coup, j'ai rejoint à l'époque, et c'était un groupe Facebook qui s'appelait Grand Préma et Grossesse à risque, qui avait été créé par une super nana qui voulait vraiment aider les parents et être là dans le quotidien, leur apporter un soutien. Parfois, c'était aussi un peu traduire le jargon médical, même si nous, on n'était pas médecins, mais comme on avait vécu ces parcours-là, on savait ce que ça voulait dire, on connaissait les problématiques respiratoires, d'alimentation, etc. Et donc, du coup, on est parti d'un petit groupe avec une centaine de personnes qui a fini à plus de 10 000 personnes, un truc un peu énorme. Donc moi, j'ai été investie dedans pendant 3-4 ans, notamment à la modération, puisque plus le groupe grandit, plus il faut gérer, il faut gérer les... Voilà, parce que comme sur tous les réseaux sociaux, il y a du positif et il peut y avoir du négatif, donc je suis restée investie longtemps dedans. Et puis après, la vie faisant que j'avais un enfant, un projet de deuxième et une vie professionnelle à temps complet, j'ai un peu mis ça de côté. Et c'est vrai que après la naissance de mon second enfant, qui a été à peu près dans les mêmes circonstances, du coup, j'ai vraiment eu envie de me documenter, de comprendre la physiologie de la grossesse, de la naissance, de l'après. Et voilà, ça a cheminé dans ma tête. J'ai beaucoup accompagné au final les femmes qui étaient autour de moi, mes amis ou des personnes plus ou moins proches. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu devenue la référente S-maternité. Donc quand les grossesses se passaient bien ou quand on avait une petite crainte en sortie d'écho, c'était allô Vanessa, voilà ce qui se passe. Et donc moi j'écoutais, j'essayais de soutenir, de rassurer et de réorienter si besoin, si je me rendais compte que la maman elle avait besoin peut-être d'un autre accompagnement médical ou d'un second avis. Voilà. Et ça, est-ce que toi du coup ça t'a apporté quelque chose, ça t'enrichissait et ça te permettait de te faire du bien en même temps par rapport à ton parcours? Alors, je pense que quelque part, ça guérit un petit peu effectivement le parcours. Et puis surtout, je me dis, ce qui m'est arrivé à moi, que ça serve en fait, que ça soit utile et que ça me permette aujourd'hui d'accompagner d'autres parents. Je trouve que c'est ça qui est important pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je parlais de ces sujets-là autour de moi, plus que c'était vraiment universel en fait. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont touchés, qui sont concernés, que ce soit par la grossesse qui est compliquée, par le parcours de parentalité, la PMA, l'infertilité, ou que ce soit tout simplement le postpartum auquel on n'est pas préparé, le chamboulement avec l'arrivée du bébé, le clash dans le couple, etc. Enfin, il y a vraiment tout un panel de sujets, de thématiques autour de la maternité et de la parentalité qui me semblent importantes. Et c'est vrai que moi, plus je me suis renseignée, plus j'ai eu ces démarches-là d'écouter des récits, des histoires de vie, de comprendre et de m'intéresser, plus je me suis dit, ouais, ça c'est fondamental quand même, la vie, la naissance c'est au cœur de la vie, la façon dont on est à l'impact, la façon dont on va vivre aussi, et dans la vie des parents et des mamans, ça peut aussi laisser des traces. Et voilà, je pense que gentiment, j'ai cheminé en me disant, à un moment, comme beaucoup de personnes, on arrive vers la quarantaine, on cherche le sens. Et du coup, c'est pas hyper original, mais en fait, voilà, j'ai cherché ce sens-là et aujourd'hui, ça m'a amené il y a quelques mois, prendre la décision d'arrêter mon activité professionnelle dans la communication et de me lancer à 200% dans ce projet-là, en me formant, parce qu'aujourd'hui, si vous vous renseignez, vous verrez que des doulas, il y en a de plus en plus. Mais comme toutes les professions qui sont pas réglementées, les gens peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. C'est pas évident, ça
ça n'avait pas bonne presse il y a quelques années. Enfin, c'est pas d'aujourd'hui que doula, ça existe. Moi, quand tu me dis je suis doula, je savais ce que c'était parce qu'il y a plein de femmes qui ne savaient pas et moi j'en étais surprise. Alors peut-être parce que je suis très curieuse, mais on va revenir très longtemps en arrière. Moi, je vais avoir 45 ans. Tu le sais, les auditeurs le savent, j'ai suivi un parcours de PMA. On en reparlera, dans lequel je n'ai pas du tout été accompagnée, merci le corps médical. Mais à l'époque, doula, c'était un peu sorcière. Moi, je vais dire ça comme ça, mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà, c'est quelque chose étrange, mystique, qui flotte à côté du corps médical, presque un peu comme les ostéos à l'époque, mais qui maintenant sont bien intégrés et bien reconnus. Alors, qu'est-ce qu'une doula apporte que le corps médical n'apporte pas? En fait, le corps médical, il est dans une économie de la productivité. C'est-à-dire qu'on a assez peu de personnel soignant pour beaucoup de patients, surtout dans des territoires comme les nôtres, un peu ruraux. Et on a Évreux, on rappelle. Voilà, on a Évreux. Et on manque cruellement de médecins. C'est ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les médecins, en fait, on est ballotté de médecin en médecin, surtout quand les grossesses sont un peu plus compliquées ou le fait d'essayer de tomber enceinte est plus difficile. On passe de spécialiste en spécialiste, des gens qu'on voit une fois dans notre vie, parfois plusieurs, mais 5 à 10 minutes, qui sont hyper pressés, qui vont droit au but, et c'est normal, on les comprend. Mais pour les humains qui vivent ça, pour les femmes, pour les couples, c'est parfois difficile en fait de se sentir un peu pris comme un numéro, de pas avoir le temps de pouvoir vraiment poser ses questions, de se sentir entendu, d'exprimer ses craintes, ses doutes, ses angoisses. En fait, la doula, elle va être là pour pallier un peu à ce manque-là. Et au final, c'est vraiment une complémentarité avec les sages-femmes, parce que là, je parlais des spécialistes, mais même quand une grossesse se passe de façon tout à fait normale et physiologique, on va être en général suivi par une sage-femme. Mais la sage-femme, elle est pareille, elle est dans une économie extrêmement tendue, donc elle n'a pas beaucoup de temps. Elle va essayer d'accompagner, et souvent c'est une volonté qu'elle a, mais en dehors de sa consulte de 15-20 minutes, et ben, ça va être tout. On ne pourra pas faire beaucoup de choses en 15-20 minutes. En fait, il y a une. Alors, si je me trompe, tu m'arrêtes et tu le dis, mais je crois qu'il y a une énorme dimension psychologique dans le métier de doula, dans la pratique. Oui. Parce que tu es là pour accompagner, renseigner par rapport à tes connaissances. En fait, c'est un accompagnement psychologique. Oui, alors on n'est pas thérapeute et on ne veut pas marcher sur les plates-bandes des psychologues. Et oui, si on sent qu'effectivement, il peut y avoir une dépression qui s'installe ou où on sent un risque de dépression du postpartum, par exemple, là, on va très vite orienter vers un psychothérapeute. Mais en effet, on a une grosse dimension psychologique parce qu'en fait, la femme, le couple, dans son chemin de parent, évidemment, une grossesse, elle dure 9 mois. Si elle dure 9 mois, c'est parce qu'il y a des raisons, la nature est bien faite. Le cerveau a le temps d'évoluer, de se préparer, notamment le cerveau de la maman. Au moment quand on approche la naissance, en fait, on a une plasticité neuronale chez la mère qui fait que la maman va développer des compétences qui d'habitude sont un peu en pause et un peu endormies. D'accord. Pour bien comprendre son nouveau-né, bien comprendre ses pleurs, bien comprendre ses besoins et en fait réveiller un petit peu la partie de son cerveau qui est plutôt la partie primitive, instinctive. D'accord. Donc déjà la femme, elle a un bouleversement non seulement hormonal dans son corps physique, mais elle a aussi un bouleversement psychologique qui est fait parce que la nature est bien faite. Mais ce bouleversement psychologique, il peut aussi faire émerger d'autres choses. Il peut réveiller des choses qui étaient enfouies dans le cerveau, qui vont éclore au moment d'une grossesse, parce que justement, il y a cette plasticité. D'accord. Et certains neuropsychologues parlent de transparence psychique. Donc la transparence, ça explique bien... voilà, donc il y a ces facteurs-là, et puis il y a le fait que tout simplement, quand on est parent pour la première fois, quand on est primipare, on a quand même une vie qui va être complètement bousculée, il va falloir s'adapter à beaucoup de choses, et en fait les mamans, elles ont 1 million de questions. Et ces questions-là, elles ont parfois du mal à les poser aux professionnels de santé qui sont pressés, qui sont focus sur la partie physiologique parce que c'est leur métier et parce que c'est aussi hyper important. Et quand on fait une écho, par exemple, parfois les mamans, quand c'est la première écho, l'écho des 3 mois, elles s'imaginent que ça va être super, qu'on va leur faire une visite guidée de leur ventre et leur expliquer ceci, cela sur le bébé. Or, pas du tout. Le radiologue, lui, il va être focalisé sur son écran et il va surtout être à détecter les problématiques éventuelles. Il cherche si tout va bien. Voilà, il cherche si tout va bien. C'est son travail, c'est normal. Mais la maman, elle a besoin de comprendre le développement de son enfant, d'exprimer
ses craintes, ses peurs, de se renseigner sur l'accouchement quand elle arrive sur le 3e trimestre et qu'elle commence à avoir des angoisses. Donc évidemment, elle va avoir des accompagnements et des préparations de naissance avec la sage-femme. Oui, mais... Voilà, mais ça peut suffire pour certaines femmes et dans Ouais. ces cas-là, c'est très bien. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que les doulas, la clientèle qu'on a, ce sont pas des primipares, donc des mamans qui ont un premier bébé, parce que elles se laissent un peu porter par les accompagnements médicaux qui sont proposés, les préparations, etc. Elles arrivent à la naissance, elles accouchent d'une façon ou d'une autre, le postpartum se passe et en fait, après coup, elles font le constat qu'elles se sont pas senties très actrices de leur maternité. Et du coup, souvent, elles se tournent vers une doula pour justement mieux vivre la seconde grossesse ou les grossesses à suivre, pour pouvoir échanger de toutes leurs craintes, leurs doutes, parce que souvent, on n'ose pas en parler, c'est des sujets un peu tabous. C'est pas évident, ça On se commence dit, quand même. c'est ça, on se dit, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est la grossesse, est-ce que voilà, il y a plein de sujets, il y a la vie intime, il y a les changements du corps, il y a comment organiser l'après au niveau du postpartum, il y a l'organisation dans le couple aussi, pour qu'il n'y ait pas justement de clash et que tout le monde soit bien au courant de Est-ce ce que tu vois chacun beaucoup va faire. d'hommes Alors, il y a en Enfin, général, de couple finalement, je pense. il y a Je pense quand pas que même l'homme beaucoup, vienne tout seul. il y a quand même mais- beaucoup de femmes en fait qui sont c'est souvent les femmes qui sont à l'initiative en fait. Ok. On peut avoir des coparents qui sont assez présents, puisqu'on peut, ça peut être Oui, un- oui, voilà. je te dis un homme, effectivement. Mais c'est souvent quand même la femme, et je sais que moi j'aime bien rencontrer le coparent, le papa ou l'autre maman, parce que je trouve ça important, c'est un projet de couple, et c'est aussi important que la personne que j'accompagne se sente 100% en phase avec moi qui vais l'accompagner, et avec son compagnon qui comprend ce qu'on fait ensemble. Voilà. Ouais, Ou avec sa compagne. oui, qu'il n'ait pas l'impression qu'elle n'ait pas l'impression Voilà. qu'il y a un truc qui se trame à côté. Exactement. Donc elle fait pas partie. Elle est Exactement. intégrale Faut que tout le monde, faut que tout le monde se sente concerné. Et puis tout à l'heure, tu évoquais un peu la mauvaise presse des doulas, qui est encore parfois le cas. On s'est encore fait taper dessus il y a quelques mois. Mais désolée. non, mais c'est très bien. Écoute, si ça n'a pas touché trop de monde, Non, ça nous moi va j'ai bien. pas suivi. Après, Mais c'est voilà. vrai que parfois les doulas, les gens peuvent avoir un peu peur de nous, mais qu'est-ce qu'elle va faire, etc. Non, on va pas allumer un cierge, on va pas danser autour d'un feu. Voilà, tout va très bien. On va surtout écouter. En fait, on est des professionnels de l'écoute. Nous, on va écouter la femme ou le couple dans ce qu'il a besoin de déposer, ce qu'il a besoin de dire. On va l'informer si c'est ça son besoin. Si son besoin, c'est pas de l'information, on va pas les noyer sous une tonne d'infos. En fait, on va vraiment répondre aux besoins de la personne qui est face à nous. On va aider à détendre s'il y a besoin. On a différents outils. Ça peut être par le jeu, pour libérer la parole si spontanément on est face à des gens qui ont du mal à exprimer. Oui, parce que ça ne doit pas toujours être évident. Oui. Alors, quand tu reçois quelqu'un, j'arrive, je viens te voir, imagine, on va faire un petit cas d'école, on est 20 ans en arrière, tu vas voir où je veux en venir, puisque tu connais Je vois. mon histoire, où j'ai énormément souffert. On est 20 ans en arrière, je te dis... j'ai un désir de grossesse, on a un désir de grossesse, seulement ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Comment toi tu abordes le sujet? Qu'est-ce que tu dis à un couple, quel qu'il soit, qui a un désir d'enfant et pour lequel ça ne vient pas? Quel accompagnement déjà tu peux proposer? Quels sont les mots que tu pourrais dire? Parce que moi je vais dire ce que j'ai jamais dit et ce que je n'ai pas sorti dans le livre, je vais dire après ce qu'on m'a dit. Alors moi déjà la première chose que je vais faire, c'est je vais vous écouter. Je vais vous laisser m'expliquer votre parcours, votre envie. Qu'est-ce que c'est pour vous d'être parent, de devenir parent? Quel est votre imaginaire? En fait, en tant que doula, on va écouter parce qu'on a besoin de comprendre vous, qui vous êtes. Qu'est-ce que vous attendez? C'est quoi pour vous être parent? Où vous en êtes dans votre parcours? Est-ce que vous êtes dans un parcours qui est déjà hyper médicalisé? On arrive sur une fin de parcours de 10 ans avec peut-être un don d'ovocytes parce qu'on se rend compte que c'est la dernière phase? Ou est-ce qu'on est dans un parcours où finalement on va devoir se tourner vers l'adoption? Ou est-ce qu'on est en tout début de parcours? Parce que évidemment, on va pas avoir les mêmes enjeux pour les personnes derrière. Donc déjà, c'est laisser la personne dire ce qu'elle a besoin de dire, s'exprimer sur son parcours. Si elle a des questions sur des choses dans les procédures médicales qui ont été expliquées mais qui ne sont pas claires, je vais pouvoir apporter un éclairage parce que je suis formée et du coup je vais pouvoir lui réexpliquer certaines choses, certaines procédures, pourquoi si, pourquoi ça. Si elle vit mal, si elle a mal vécu ces procédures, on va en parler aussi. Je vais aussi lui rappeler
que même si tout ça c'est important et c'est utile, il faut qu'elle le fasse parce que c'est ce que les spécialistes ont estimé le plus pertinent dans son cas, qu'il y a quelque chose qui existe et qui s'appelle la loi Kouchner. La loi Kouchner, c'est la loi qui dit que toute personne est libre de son corps. En fait, un acte médical, avant d'être posé, on doit demander le consentement de la patiente. Ça me fait rire. Et ce consentement peut être retiré à tout moment. Donc, à un moment donné, pour une raison X, Y ou Z, s'il y a quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas bien sur le plan physique, sur le plan psychologique dans cet examen, on peut aussi décider d'arrêter. On n'a pas à se justifier. Donc ça, c'est important aussi. Et en fait, tout mon travail, ça va être de redonner l'information et le pouvoir aux femmes et aux couples, de les rendre acteurs de leur parcours, même si quand on est dans une PMA, évidemment, c'est compliqué d'être acteur parce que on subit un petit peu les contraintes de timing, l'agenda du SECOS, l'agenda des spécialistes, etc. Complètement. Mais, voilà. Mais avant ça, si tu veux, nous, quand je vais parler de mon cas, parce que c'est quelque chose que je connais, et tu as des réponses, même si c'est 20 ans après, ça peut éclairer beaucoup de gens, et c'est pour ça que je trouve que chaque parcours de vie est intéressant, et que moi, je t'ai dit, mais si je t'avais rencontré il y a 20 ans, j'aurais vécu les choses autrement. Pour ceux qui ont écouté Principe Actif, fin mars, je suis passée, j'ai parlé des difficultés que j'ai rencontrées. Ce que je n'ai pas dit, mais que je vais dire là, parce que j'en veux 20 ans après terriblement à une gynécologue d'Évreux, donc je ne donnerai pas son nom, bien évidemment, même si ça me démange parce que je ne peux pas le faire. Mais moi, j'ai toujours eu des problèmes de poids. Je me suis mariée à 23 ans. À 25 ans, je n'avais pas d'enfant. Quand je me suis retrouvée avec mon mari qui n'a pas de problème de poids, mais des gros problèmes de santé, devant la gynécologue, elle m'a regardée et elle m'a dit « Est-ce que vous savez que pour être enceinte, il faut faire l'amour ?» Voilà ce que je me suis pris par rapport à mon physique au premier rendez-vous. Donc ça, déjà, c'est une violence, mais énorme, parce que un professionnel de santé n'a pas à juger. Donc, enfin, déjà, chacun est libre de son corps, et puis elle connaît rien de ma vie, et sait même pas pourquoi j'en suis là, et puis même si elle le savait, de toute façon, c'est pas son corps, c'est le mien. Donc, qui tu es pour juger ça? Donc, toi, tu as 25 ans, donc quelque part... t'es encore jeune. Oui, c'est vrai. 25 ans, vous avez toute la vie pour faire un enfant. Oui et non. Hein, ça fait 2 ans qu'on essaye, et vu les pathologies qu'il y a derrière, moi je t'explique que ça ne va pas fonctionner comme ça. Et ça a été très très compliqué. Donc après, on a été orienté vers le CHU de Rouen. Je ne me rappelle plus du nom du médecin, mais là, une prise en charge très très bonne, enfin vraiment agréable, des gens qui te comprennent, mais pas de soutien psychologique quand même. On te dit c'était le parcours, c'était le piqûre, c'était un peu complètement bloqué. Alors là, on fait une piqûre, ça va bloquer votre cycle. Là, on va vous provoquer le truc artificiellement. Là, on vous pique, là, vous changez de piqûre. Là, l'infirmière elle passe, là, on déclenche. Là, vous venez faire une écho vaginale tous les matins. Tu montes à Rouen faire une prise de sang, une écho vaginale quand tu habites Évreux. Moi, la route de Rouen, aujourd'hui, on me dit pourquoi tu vas jamais à Rouen? Bah, moi, Rouen, c'est la route du CHU pour avoir mon enfant, quoi. Et voilà pourquoi je vais jamais à Rouen, ou très rarement à Rouen, parce que j'ai été traumatisée par ça. Et après, j'ai eu un premier échec. Je le fais assez rapidement, mais c'est-à-dire que la première ICSI qu'on a fait, parce qu'on a été aussi loin qu'on peut dans le parcours, hein, il y a la FIV, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, la FIV, on met sur les bébés éprouvettes, on met dans l'éprouvette l'ovocyte et puis spermatozoïde, la fécondation se fait. L'ICSI, on va chercher le noyau du spermatozoïde directement à la tête qu'on injecte dans l'ovule pour que la fécondation se fasse. Donc nous, on en est là, je suis dans la chambre, j'ai eu mon anesthésie, voilà, il y a eu le recueil de sperme, il y a tout eu. Et là, on vient me dire, donc tu attends... c'est mathématique, hein. Attends combien, c'est pas plus compliqué que ça, tu attends combien d'embryons il y a. Et là, on te dit, en fait, on n'a pas vu, mais il n'y avait que des kystes, c'était pas d'ovocytes. Alors oui, c'est une possibilité. Et là, on te regarde, et là, tu te dis, mais à aucun moment, on nous a parlé de cette possibilité. Et là, elle te dit, c'est dommage, parce que comme vous êtes en surpoids, ça se produit souvent, très souvent pour les personnes qui sont trop corpulentes. Donc, tu te reprends dans la face que c'est de ta faute si ça a échoué, enfin, tu le ressens comme ça. Et voilà. Je trouve que là, il aurait dû y avoir un accompagnement. C'était très, très dur. Et après, moi, j'ai eu de la chance parce que la FIV d'après a fonctionné. J'ai eu 2 embryons réimplantés. Là, tu sais au bout d'15 jours que tu es enceinte. Je me retrouve à 3 semaines du coup de grossesse à pucer le sang, littéralement, excusez-moi l'expression. Hein.
et je me retrouve chez ma super gynécologue. Et la gynécologue me regarde et me dit « Mais la nature est bien faite, si vous devez le perdre, vous le perdrez. » Voilà, et là, là j'ai fondu en larmes, je suis allée chez le médecin traitant, le médecin traitant m'a arrêtée et le médecin traitant m'a dit « Non, mais est-ce qu'elle se rend compte depuis combien de temps on attend ce bébé ?» Je me rappellerai toujours de « on attend ce bébé », tu vois, c'est le médecin, il était avec nous, quoi, tu vois, dans ton parcours. Et après, je dois tout au médecin et je l'ai réorientée sur la maternité parce qu'à chaque fois que je la voyais, j'avais une tension de dingue. Donc, ils avaient peur pour les prééclampsies, les machins, les trucs. Et je me disais, c'est vous qui me stressez. Et j'arrivais à l'hôpital, tout allait bien. Et j'ai fini par arrêter de la voir, ça a réglé mes problèmes. Et là, j'aurais aimé, tu vois, avoir quelqu'un comme toi, avoir un accompagnement. Après, j'étais jeune, effectivement, 25 ans, 26 ans. Tu as presque l'impression que c'est normal tout ce que tu te prends dans la tronche, mais c'est hyper violent. Déjà que le parcours que tu subis, c'est violent psychologiquement, c'est violent pour ton corps. Pour le poids, ça n'a rien arrangé. Tu vois, c'est dur. Et je trouve que la place de l'homme, elle est hyper dure aussi, parce que lui, il est complètement paumé. C'est la femme qui subit tout. J'en parle dans mon deuxième livre, hein, parce que l'homme, il est perdu. C'est la femme qui subit... alors, peut-être le coparent. On en parlait un peu moins, donc c'est vrai que je reviens 20 ans en arrière, mais bien évidemment, ça peut être le coparent, mais en tout cas, celui qui ne vit pas la grossesse est encore plus désarmé que l'autre. C'est comme toi, aujourd'hui, ton gamin est malade, tu préfères être malade à sa place, parce que tu le contrôles et tu sais ce qu'il y a. Et donc, moi, je dis vraiment bravo pour ce que tu fais. Tu n'es pas toute seule, il y en a plusieurs. Hein, j'ai appris ça récemment. Tu es assez en plus engagée. Donc, je voulais vraiment te donner la parole, que tu puisses nous réexpliquer, mais partir aussi de mon parcours pour dire que je pense que ça aurait changé les choses sur ma façon d'aborder la grossesse. Peut-être même le premier échec, parce que je pense pas que tu m'aurais dit c'est parce que tu es trop grosse que tu n'y arrives pas. Ça, c'est quand même un petit peu dur à entendre. Et puis après, moi, j'ai été alitée 6 mois. Je ne pouvais pas me lever, j'avais failli perdre je ne sais pas combien de fois, je faisais le sang, etc. C'était l'horreur. Et tu vois, pendant 6 mois, j'ai vu personne. Je n'avais pas le droit de sortir de chez moi. C'était 3 heures par jour, pause pipi, nourriture, douche comprise, debout. Ça passe très très vite. Je n'ai vu personne. Mes amis étaient loin, des amis qui avaient aussi des difficultés pour concevoir. Donc forcément, c'est compliqué, tu ne peux pas leur en vouloir, mais c'est tendu. Si j'avais eu quelqu'un comme toi, tu serais probablement passé au domicile, ou je suppose. Enfin, je pense que c'est un accompagnement que tu proposes. Tout à fait. Tu viens voir des gens. En fait, moi, j'interviens exclusivement chez les gens. Ou dans un autre lieu si c'est leur choix. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans la cellule familiale, d'être vraiment une épaule, une oreille, quelqu'un vers qui on va se tourner et qui ne nous rajoute pas de contraintes en fait dans notre quotidien. Dans leur projet en fait. Donc on entre dans le projet et on vient comme une troisième personne ou une seconde si on se retrouve face à une maman solo, mais voilà, on est là vraiment en plus, mais on devient partie intégrante du projet en fait. Et je voulais rebondir effectivement sur plusieurs choses. Tout ce qui est violence obstétricale et gynécologique, aujourd'hui on en parle et heureusement qu'on en parle. Alors, je sais que c'est difficile quand on est face au corps soignant, mais il faut vraiment pas hésiter à interrompre une consultation. Moi j'ai subi aussi de la grossophobie. C'est vraiment... sur internet on peut trouver, je sais plus sur quel site, mais je pourrais te partager un lien éventuellement, un site qui donne toute une liste des médecins qui sont friendly, voilà, bienveillants. Et ce qui est bon à savoir aussi sur le secteur, c'est qu'il y a une association pour la bienveillance obstétricale qui est du côté de Rouen, qui est tenue par des sages-femmes qui sont super et d'autres personnes. Mais voilà, les choses sont en train de bouger. Il faut s'informer. Je fais une petite aparté du coup parce que tu disais tout à l'heure que je suis quelqu'un d'engagé et je suis notamment engagée dans le concours normand qui est le projet de maison de naissance qui va voir le jour prochainement à côté de Rouen à Mont-Saint-Aignan. Du coup, je fais partie des bénévoles de l'association qui essaie de faire en sorte que ce projet voit le jour. Et on organise un événement qui aura lieu dans quelques mois et justement on aura toute une thématique là-dessus sur la bienveillance obstétricale, donner des clés et des armes entre guillemets, en tout cas de la connaissance suffisante aux femmes pour se rendre compte de ce qui se passe quand elles sont en consultation et ne pas le subir et être clair sur le fait que si elles le souhaitent, elles peuvent interrompre la consultation. Elles peuvent demander à être suivies par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est des choses possibles.
Donc voilà, les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Et c'est vrai, quand on a vécu ces violences, bah, on peut en être que ravis. Mais il y a trop de femmes en fait qui ont vécu ça et qui en plus n'ont pas eu l'occasion d'en parler comme tu le disais. Et du coup, bah, c'est des traumas qui s'inscrivent en fait. Ah bah, Alors que c'est voilà, très dur. quand on en Très, parle, très dur. quand on peut en parler tout de suite, quand on peut en parler très vite, mettre des mots sur quelqu'un qui comprend, etc. Moi, je reste persuadée que c'est quelque chose qui s'ancre moins dans notre cerveau et qui passe plus Moi, facilement. je suis d'accord avec toi parce que, alors oui, je parlais beaucoup de grossophobie parce que je suis concernée, parce que je le vis au quotidien. Je fais pas de ça mon cheval de bataille, hein, pas du tout. Mais avec le côté obstétrique, ça va beaucoup et j'ai vu des témoignages récemment. Moi, je l'ai subi. Tu vois, quand j'ai voulu connaître le sexe de mon bébé, et pourtant j'avais un gynéco adorable et il m'a dit c'est pas facile de voir. Votre paroi abdominale est épaisse. Mais ça a été du tact. Oui. J'ai compris ce que ça voulait dire. Mais j'ai vu des témoignages de femmes pleines de bouleux parce que tu voyais rien. Et moi, il y a très peu de temps, j'ai été faire une écho qui devait être une écho pelvienne, bien évidemment, par rapport à l'adénomiose, puisque je souffre d'adénomiose. Et il me dit, je vois rien. On va passer par voie vaginale. On va passer. Bon, est-ce que je peux... c'est pas toi. Et du coup, il m'a regardé. Il m'a dit, enfin, si vous êtes d'accord. Bon, après, il fallait que ce soit fait. Je sais plus à ça après. J'ai dit oui. Mais il y a eu ce laps de temps. C'est quand il a vu ma tête qu'il m'a dit, enfin, si vous êtes d'accord. Et après, dans tous les parcours, tous les mots qu'il a prononcés, etc., j'ai eu le je vois rien, machin. J'avais perdu mes ovaires ce jour-là. Hein. Il m'a demandé si on me les avertirait parce qu'il m'a dit, je les vois pas. Donc, c'était quand même un truc fabuleux. Il m'a dit, bien évidemment, si j'étais restée en échographie pelvienne, je les aurais mieux vues, mais bon, c'est pas possible. Donc, tu vois, et ça date d'il y a 2 mois. Je suis arrivée ici, tiens, au Pink Spot, juste parce que c'est juste à côté. Je lui dis, bah, visiblement, j'ai perdu mes ovaires. J'en ai rigolé parce que tu veux dire quoi? Non, mais il y a un moment donné, on est obligé de le prendre comme ça. Donc, mais c'est vrai que c'est dommage d'en arriver là, en fait. On a fait vraiment une aparté, mais c'est vrai que c'est difficile. Je comprends que, attention, hein, je n'incrimine pas tout le corps médical. Je comprends qu'ils vivent des situations hyper difficiles, que c'est tendu, que les cliniques, les établissements hospitaliers, c'est devenu des usines à fric, ça devient du privé, c'est géré comme une entreprise privée qui doit faire des bénéfices, c'est pas compatible avec la santé. Et donc forcément qu'ils n'ont pas le temps de nous consacrer. Mais en contrepartie, ils ont quand même prêté serment, ils sont là pour aider les gens et te retrouver avec... je te parle de ça, mais c'est pareil pour plein de gens. On n'est pas des cas isolés, c'est un petit peu dommage. Donc, on a dévié, mais c'était aussi pour dire que ce que vous apportez, vous, dans votre métier, les doulas, c'est tout cet accompagnement, cette bienveillance, en fait. Je fais des gestes avec les mains, vous ne me voyez pas, mais moi, j'aime ce qu'on appelle l'enveloppement. Je vois ça comme quelque chose, presque comme un cocon, en fait, qui va te protéger de toute cette violence extérieure pendant cette grossesse ou ce désir de parentalité, en fait. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est en fait de mettre les femmes et les couples dans des conditions qui sont les meilleures pour eux, qui leur permettent de se sentir écoutés, compris. Donc la bienveillance, c'est indispensable, l'empathie. Et en fait, on va pas pouvoir empêcher certains événements, mais on va être là pour être l'oreille, être la personne qui informe, être le soutien dont on va pouvoir bénéficier et en fait rendre les choses plus douces et surtout permettre en fait aux femmes de s'approprier leur grossesse, de vraiment prendre le pouvoir sur leur maternité, de connaître les choix qui s'offrent à elles et en connaissant les choix qui s'offrent à elles aussi, notamment au moment de la naissance, qu'on ne puisse pas leur imposer des choses faussement obligatoires parce que heureusement il y a des tonnes de sages-femmes super et comme tu disais tout à l'heure, elles sont dans un système qui est très compliqué pour exercer leur métier. Et franchement, moi, c'est des personnes que j'admire et j'adore travailler avec elles. Mais parfois, on peut tomber sur une personne. C'est même pas une question de tel hôpital ou tel autre, c'est de l'humain. On peut tomber sur un soignant qui va être moins bienveillant ou qui va être moins bien luné ou qui sera connu pour pas être bienveillant. Et du coup, ça peut gâcher l'accouchement d'une femme, ça peut gâcher le séjour ensuite de couche et le début de l'allaitement, ça peut gâcher le début du postpartum, ça peut jouer sur le lien d'attachement mère-enfant qui est si précieux et dont on sait aujourd'hui qu'il est très très important et le gouvernement nous dit d'ailleurs qu'il met des moyens sur les 1000 premiers jours, mais quand on voit ce qui est en train de se passer,
Voilà, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais on se dit qu'il y a vraiment besoin d'accompagnement et de présence pour les femmes et les familles parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là. Et effectivement, nous, on va essayer de faire en sorte que les choses se passent le plus en douceur, de la façon la plus bienveillante possible pour les femmes. Et voilà, c'est ça notre métier. Et après, on a différents outils. Parce que c'est vrai qu'on a un peu digressé tout à l'heure. On parlait de comment accompagner une femme en PMA. Bah, on va aussi avoir des outils de relaxation physique. Il y a certaines doulas qui font du massage, d'autres qui ont d'autres pratiques. Moi, par exemple, je ne pratique pas le massage, mais je fais le soin rebozo. Alors, c'est quoi? Alors, le rebozo, en fait, c'est un tissu qui est mexicain. Et en fait, on s'inspire d'anciennes pratiques alors qui se faisaient au Mexique, mais aussi ailleurs en Europe, de bercement, balancement, ouverture de bassin, resserrage de bassin. Et en fait, c'est surtout un moment de détente, de reconnexion à soi, d'ancrage. Donc, quand on accompagne une femme où on va la sentir, voilà, qu'elle a besoin de se recentrer, qu'elle a besoin d'être un peu coucounée, ben, dans le rendez-vous doula qui dure en général 1h30 à 2h, on n'est pas du tout sur les mêmes créneaux que le médical. Ce temps, effectivement, c'est pas On a le temps. On a le temps. Et ben, si on sent que notre cliente, elle a ce besoin-là, on va peut-être finir le rendez-vous par un petit quart d'heure, une demi-heure de rebozo où on va faire des soulèvements, des enveloppements, peut-être de l'ouverture, de lui redonner de la légèreté aussi, parce qu'avec le rebozo, on a cette possibilité-là. Et en fin de grossesse, avec un ventre qui pèse, on sait aussi que c'est pas toujours très confortable, donc on peut amener aussi ce soutien physique. Tu donnes presque envie de refaire un enfant, en fait. Alors, non, moi, j'arrête. Bon, on parle surtout des futures mamans, mais le rebozo, ça peut se pratiquer. Enfin, on pourrait en parler aussi des heures, et je vais pas m'attarder, mais en fait, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer avec tout le monde, à des étapes de vie, à des moments où on a besoin de se recentrer, même pour des personnes malades ou vieillissantes qui ont des corps douloureux. Ça permet de se reconnecter avec le corps et de repasser sur ces sensations, pas seulement à travers la douleur. D'accord. Voilà, donc il y a plein de choses. Il y a aussi l'hypnose. Il y a des doulas qui pratiquent l'hypnonaissance, hypnonatale. Moi, c'est mon cas, je pratique hypnonatale. C'est-à-dire que je peux les femmes que j'accompagne, si elles le souhaitent, je peux aussi les accompagner pour préparer la naissance. Que ce soit d'ailleurs une naissance dite physiologique avec une volonté de ne pas prendre de péridurale, ou que ce soit une naissance avec péridurale, ou que ce soit une césarienne qui va arriver, qui n'était pas prévue, ou une césarienne programmée. En fait, on peut travailler sur la préparation de la naissance pour que la femme, elle aille chercher grâce à l'hypnose toutes les ressources qu'elle a en elle, qu'elle a dans son inconscient, toutes les compétences qu'elle a déjà, mais on va juste aller les chercher, on va aller lui rappeler, et en fait, elle va pouvoir travailler lors de nos séances, et puis avec des audios, et se préparer régulièrement jusqu'à la naissance pour le jour J, en fait, soit mieux réussir à gérer ses contractions et se mettre dans son état de conscience modifié grâce à l'audio qu'elle va avoir, et puis grâce aux outils qu'elle aura construits dans notre accompagnement. Ouais, voilà. Très Soit ça peut l'aider si elle vit une césarienne et que du coup elle se sent pas très actrice de la césarienne. Déjà elle peut avoir communiqué avec l'équipe si on n'est pas dans une césarienne d'urgence. Du coup elle peut aussi se mettre. Beaucoup, voilà. Césarienne, Moi j'ai vécu 2 césariennes et en me préparant à la seconde, alors pas avec l'hypnose que je connaissais pas à l'époque, mais en autonomie. Et ben ça m'a changé ma césarienne. Je me suis réconciliée lors de la 2e césarienne avec la première. Et on parlerait aujourd'hui aux personnes qui ont pratiqué mes césariennes. Le premier pour l'aîné dirait césarienne au top, alors que pour la 2e il dirait sur le plan médical compliqué, adhérence, nanana. Et pourtant moi en tant que maman, en tant que femme qui a vécu les césariennes, j'ai beaucoup mieux vécu ma 2e césarienne. Donc parfois quand on se prépare et qu'on a les outils aussi, nos propres ressources qu'on a construites, c'est ça. Et ben on est plus fort. Ton expérience, voilà. Tu avais déjà été maman. C'est ça. Il y a une différence entre le premier et le 2e enfant. Exactement. Moi, tu vois, le premier enfant, un parcours ultra médicalisé, on va pas revenir dessus, très très compliqué, au moins jusqu'au 6e mois de grossesse. Il est arrivé une semaine avant terme, donc très bien. Enfin, j'en avais 2, j'en ai perdu un en cours de route, très très tôt. Finalement, stress avant la grossesse, stress pendant la grossesse, stress à l'accouchement. Voilà, bon, j'ai eu péridurale, etc. Et du coup, bébé stressé. Bébé qui dormait pas le soir, bébé qui avait du mal à prendre le sein, alors premier enfant aussi, mais bébé qui a fait unique à 5 mois et demi, et encore par rapport à d'autres, c'est bien, etc. 2e grossesse, grossesse naturelle.
J'ai travaillé quasiment jusqu'à la fin. Je mangeais un peu trop de McDo, mais ça, c'était des envies bizarres. Des choses qui ne s'expliquent pas. Non, alors pour mon fils, j'avais envie de chinois. Pour ma fille, c'était de McDo, c'est comme ça, c'est les Big Mac. Écoute, ça ne s'explique pas. Mais ce n'était pas des envies très, très loufoques. Mais justement, grossesse plus calme, enfant plus calme. Toi, t'es posée, grossesse, accouchement, ça voulait en venir. Sans péridurale. Alors, c'est pas que j'avais choisi, hein. Attention, on va remettre les choses dans l'ordre. J'avais choisi la péridurale, mais j'ai pas eu le temps. Elle est arrivée après terme. Donc, comme elle est arrivée après terme, il décolle la membrane, c'est autour de la tête du bébé. Et donc, la sage-femme m'appelle dans l'après-midi, parce qu'on m'a dit, vous allez accoucher cet après-midi ou demain. Sauf que l'après-midi, rien du tout. Le soir, il me rappelle toujours rien, mais vraiment rien. Et à 6 h du matin, une contraction. Bon, quand tu as déjà eu un enfant, tu sais. Et là, j'attrape mon mari, j'ai dit, on y va, tout de suite, à la première contraction. Le temps de prendre ton premier enfant, de le larguer chez la nourrice et d'arriver ici. Ils n'ont pas eu le temps de poser. Mon mari est parti chercher quelqu'un. Ma femme va accoucher. Mais quand ils m'ont vu sortir de la voiture, ils m'ont fait non, ma femme est en train d'accoucher. Donc en fait, j'ai pas eu le temps. Mon mari était paniqué. Mais vous faites pas de péridurale. Ah non, mais votre femme, elle est à 8. Le bébé arrive. Allez, hop, un coup de masque à oxygène. Et ma fille était là. J'ai un super souvenir de cet accouchement. Ah oui. Tu vois Heureusement qu'on m'a pas dit que c'était un gros bébé, on m'a dit que ce serait un petit bébé. Le petit bébé, il faisait quasiment 4 kilos. Là, j'aurais paniqué. Oui. Mais tu vois, de toute façon, t'as pas le temps. N'ayant pas cette info. T'as pas l'info. Et du coup, là, j'ai une équipe hyper bienveillante. On fait pas de péridurale, on n'a pas le temps, mais il t'explique en fait. Il t'explique pourquoi. Mais monsieur, c'est pas possible, parce que mon mari était vraiment paniqué. Et puis là, tu souffres. Mais en fait, c'est bref. J'ai eu cette chance, si tu veux. Moi, ça m'a pris, mon deuxième accouchement, il m'a pris 2 heures. Donc 2 heures de porte à porte, j'ai envie de dire. C'est rien. Après, je suis remontée en chambre, j'ai eu un petit déj, je passais mes appels, l'eau à nez, etc. C'était exceptionnel. Et du coup, c'est pour dire qu'on vit, toutes les grossesses sont différentes, tous les accompagnements sont différents. On n'a pas forcément besoin d'être accompagné de la même manière au même moment de la vie. Toi, on peut te contacter à n'importe quel moment de sa grossesse. On peut te contacter dès un désir, par exemple, d'enfant, ou au dernier moment, quand on est sur le point d'accoucher, qu'on a envie d'un accompagnement. On peut me contacter n'importe quand. En fait, la doula, elle est là quand vous en avez besoin, quand vous en avez envie. Et si vous sentez que vous avez ce besoin, faites-le. C'est qu'il y a une raison. Moi, je peux accompagner effectivement avant, notamment ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les parcours de PMA. Je peux accompagner pendant la grossesse, je peux être présente à la naissance si c'est votre besoin, si c'est votre souhait. Je peux accompagner en postpartum. Après, je peux accompagner plus longuement. Moi, je ne suis pas spécialiste de la petite enfance. Donc, par exemple, toutes les problématiques de sommeil, de diversification, etc. J'ai des connaissances, donc je peux, s'il y a besoin ponctuellement. Mais si on a vraiment des sujets plus compliqués, là, je peux orienter vers des personnes qui sont spécialistes de la petite enfance. Mais globalement, la doula, elle va accompagner dans toute la maternité, dans toute la parentalité, et pas que. C'est-à-dire qu'on pense à nous pour la grossesse, mais en fait, ça, c'est peut-être 90% de notre travail. D'accord. Mais on peut être là aussi avant et après. C'est-à-dire qu'on peut accompagner, plusieurs exemples, une femme qui en ressent le besoin à une période de chamboulement, que ce soit un changement professionnel, un divorce, parce que voilà, ça impacte aussi plein de choses. On peut accompagner la femme de façon générale tout au long de sa vie, donc lié à sa maternité, à sa féminité. Donc ça va être des premiers cycles. On peut accompagner la puberté. On peut accompagner aussi la découverte de la sexualité s'il y a besoin, pour informer sur la contraception, les IST, etc. Voilà, si une maman ne se sent pas à l'aise de parler de ça avec sa fille ou un papa solo, etc., on peut intervenir pour expliquer tout ça et échanger avec la jeune fille. On peut aussi intervenir sur la ménopause. Voilà, une femme qui doit faire ce deuil-là. J'allais te préparer de ça. J'allais y venir, tu vois, donc c'est intéressant. Donc c'est quelque part, c'est un deuil de la maternité, même si cette femme, elle n'avait pas forcément pour projet de devenir à nouveau maman ou de le devenir. Il y a plein de sujets, plein de questions qui se posent. L'identité évolue, donc à ce moment-là, on a aussi besoin d'écoute et de soutien. Donc, comme je rappelle, nous, on est des professionnels de l'écoute et des professionnels de la femme. Donc, on va être capable d'accompagner dans toutes ces périodes-là. C'est vraiment très large. J'ai envie de dire, je pourrais même demain accompagner, même si je ne l'ai pas fait pour l'instant, un couple de papas qui font une GPA.
Bien sûr. parce que ils ont des questions sur leur Et on pense à eux, parentalité. qu'est-ce que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué pour eux, etc. Et en fait, ils ont du mal à trouver leur place, leur légitimité. Ils ont plein de questions. C'est pas toujours facile d'en parler parce que ça se démocratise, mais les sujets restent parfois tabous. C'est très compliqué. Moi, je Voilà. suis. C'est des sujets qui m'ont toujours intéressée. Alors, pour tout avouer, à une période de ma vie, j'ai eu envie d'être sage-femme. Et en fait, j'étais incapable d'affronter la mort ou le mauvais côté, en fait, tout ce qui tourne au drame, parce qu'il Oui. y en a dans une maternité, Tout à il y a fait. des choses qui sont dramatiques. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, t'es pas fait pour ça. Donc, c'était pas le moment. Je suis beaucoup sur les réseaux Christophe Beaugrand, qui est un animateur Ouais. sur TF1. On aime ou on n'aime pas, hein, c'est pas du tout le sujet, mais lui, il le clame haut et fort. Donc, c'est un couple papa. Leur petit garçon, Valentin, doit avoir peut-être 3-4 ans, je sais plus, peut-être un peu plus. Ça fait un moment que je n'ai pas suivi. Mais je les ai vus en interview l'autre jour parce que ils essayent de démocratiser la GPA. Ouais. Et c'est pas un caprice, et c'est pas un luxe. Ils ont le droit d'être parents. Et ils disaient que eux, donc ils ont eu affaire à une mère porteuse aux États-Unis. C'est un don d'ovocytes. Donc la mère porteuse, c'est pas son son enfant génétiquement, tout à fait. génétiquement. Il y a toujours deux femmes qui interviennent. Il faut Oui. le dire. Et eux, pour le coup, ne sont pas papa ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est vraiment un bon embryon de ce que j'ai compris. Et le coût, 150 000 €, ça leur a coûté pour avoir un enfant. C'est très très cher. C'est horrible. Ouais. C'est horrible. Donc, je pense qu'en France, on a des progrès à faire. Après, tu auras toujours des gens. Moi, je ne rentre pas dans des débats politiques. Donc, pour, contre, je suis pas là pour. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. On ne rentre pas dans ces débats-là. Mais tu as raison. Tu peux être là, je pense, pour accompagner tout le monde. En fait, tout désir de parentalité. C'est comme ça qu'on va le résumer. En gros, tout désir de parentalité ou toute étape importante de la vie dans laquelle on a besoin de soutien et d'écoute. Et je voudrais juste rajouter une chose qui me tient vraiment à cœur. Comme on le disait, je peux intervenir à tous les moments, comme tous mes collègues doula. Moi, il y a une chose qui est caractéristique de mon positionnement en tant que doula, c'est que, comme vous l'avez compris, les parcours de parentalité plus compliqués, ça me parle particulièrement parce que je les ai vécus et parce que je sais que déjà, c'est une maternité compliquée quand elle se passe bien et quand elle se passe mal, elle est encore plus compliquée. Donc moi, j'ai à cœur d'accompagner toutes les femmes, mais d'accompagner spécifiquement aussi les parcours de PMA, les personnes qui sont en infertilité et les parcours de personnes qui sont enceintes mais avec des pathologies, que ce soit une maladie qu'on avait avant et qui complique la grossesse ou que ce soit une maladie de la grossesse. Il y en a beaucoup, il y a le diabète gestationnel qu'on connaît tous, il y a la prééclampsie que moi j'ai vécu 2 fois, il y a la cholestase gravidique, il y a l'hyperémèse, merci Kate Middleton, tout le monde sait ce que c'est maintenant. Voilà, il y a plein de maladies, de pathologies de la grossesse qui peuvent compliquer le parcours et ensuite peut-être la naissance et le début du postpartum. Et du coup, ces couples-là, c'est encore plus fragile. Ils ont encore plus besoin d'être entendus. Et comme on le disait tout à l'heure, ils sont ballottés de spécialiste en spécialiste et ils n'ont pas toujours d'espace pour exprimer tout ça et pour déposer. Donc, moi, j'ai vraiment à cœur d'accompagner aussi ces mamans-là et ces couples-là. Du coup, j'ai monté une association avec 3 autres doulas qui s'appelle Bum Paillette. Tu nous donneras de toute façon les liens, Oui. Parce que sous le podcast, je vais mettre tous les liens où on peut te retrouver, etc. Ouais, alors il n'y a pas encore de site, on est en train de le faire, c'est vraiment tout nouveau, c'est notre petit bébé du moment. Mais du coup, l'idée c'est vraiment de proposer et de se faire connaître des familles qui vivent ces parcours-là, d'être présent dans les sécos, d'être présent auprès des professionnels médicaux qui puissent nous réorienter en fait ces familles. Et on va notamment proposer des outils gratuits pour ces personnes-là, des cercles de parole. Et après, évidemment, s'ils ont envie d'un accompagnement doula, c'est aussi une possibilité. Mais déjà leur proposer des choses gratuitement qui peuvent leur faire du bien et qui peuvent leur donner un espace de parole en collectif, ça sera déjà un premier pas pour eux. Voilà, donc c'est... J'ai encore 2 questions. Ouais. La première, je pense que j'ai la réponse, mais es-tu aussi en capacité justement d'accompagner une femme qui souffre d'endométriose ou d'adénomiose? Est-ce que tu as des soulagements physiques peut-être à lui apporter? Est-ce que tu peux faire... c'est ma première question. Est-ce que déjà pour ces femmes-là, hors parcours de grossesse, parce que tu me disais, bien sûr, tu vas avoir les deux, tu vas l'avoir dans un parcours. Moi, l'adénomiose a été
prédétectée il y a 20 ans, mais remise au goût du jour il y a 2 ans seulement, quoi, tu vois. Donc, enfin bref, on n'est pas là pour parler de toute ma vie, mais c'est pour te dire, j'ai tellement de femmes qui souffrent d'endométriose, mais on parle de plus en plus, fort heureusement, la déméniose beaucoup moins. Oui, Ça veut juste dire que ça reste concentré sur l'utérus, en fait, et que ça ne part pas ailleurs. Est-ce que tu peux soulager ces femmes-là, s'il y en a tellement qui souffrent? Qu'est-ce que tu peux proposer? Alors, moi, en tant que doula, ce que je peux proposer dans ma pratique à moi, c'est le rebozo. Le rebozo sur des resserrages du bassin. Alors, c'est pas, on n'a pas d'études scientifiques qui prouvent les choses, mais sur un resserrage de bassin, notamment même sur une femme qui n'a pas d'endométriose, mais en période de règles, ça va la soulager de ses douleurs de règles. Donc, on peut essayer, voir si, selon la personne, si ça réagit ou pas. Après, moi, je disais tout à l'heure que je pratique l'hypnonatal. Ouais. Et là, j'ai prévu de me former au mois de juillet prochain, d'aller un peu plus loin et d'accompagner tous les sujets d'infertilité. Donc, ça va être l'endométriose, le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, donc endométriose, adénomiose. Donc, d'avoir des protocoles d'accompagnement pour essayer de soulager justement la personne lors de ses cycles ou lors des moments particulièrement douloureux. Donc, ça, c'est un outil que j'aurais, qu'ont pas forcément toutes les doulas. Ça dépend si on est formé à cette pratique-là. Et puis après, sinon, je peux aussi orienter parce que du coup, j'ai un réseau autour de moi. Je connais notamment des praticiennes en acupuncture qui sont spécialisées sur les problématiques de la femme, donc que ce soit l'infertilité, l'adénomiose, l'endométriose. Donc voilà, on peut en tout cas déjà essayer d'améliorer les choses et puis essayer de trouver des solutions. En fait, c'est un métier hyper riche. Oui, tout à fait. Derrière ce petit mot qui est joli en plus de là. Alors, je vais te laisser donner le nom de ton entreprise. C'est très mignon aussi. Vas-y. Donc, mon entreprise s'appelle Doula Oulala. Voilà, j'adore. Alors, juste pour le petit jeu de mots, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez cartésien et quand j'ai fait le grand saut de décider de devenir doula, quelqu'un cartésien, c'est... Voilà, j'ai mis du temps à prendre cette décision-là et pour moi, c'était oh là là, je me lance dans un truc dont je suis convaincue que c'est nécessaire et toutes les femmes auraient besoin d'une doula, presque tout le monde sur Terre aurait besoin d'une doula, mais il faut se battre contre une image qui n'est pas toujours positive, la notoriété du métier qui est encore en devenir et qui n'est pas encore suffisamment connue, donc il faut parler des doulas. Donc merci beaucoup Cécile de me donner cette occasion de le faire. Et du coup je me suis dit oulala, mais alors c'est vraiment le grand saut. Et je cherchais un nom pour mon Insta et je me suis dit tiens c'est rigolo, ça retient l'attention et voilà je suis partie là-dessus. Donc c'est Doula Oulala sur Instagram et du coup donc moi je m'appelle Vanessa et mon site c'est madouladans-l'heure.com. Donc voilà, je remettrai les infos de toute façon pour le podcast quand il sortira. Donc je suis ravie que tu nous expliques tout ça. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais il va falloir que ça s'arrête. Je suis ravie que tu aies rejoint l'asso Elle au pluriel aussi parce que on va pouvoir se faire connaître ton métier davantage et ça c'est super important. Tu me parlais du projet que tu vas faire à Rouen Spa et si vous avez besoin d'une petite visibilité ou d'intervenir à nouveau sur le podcast, si vous voulez, tu m'appelles, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'association, qu'est-ce que tu espères, qu'est-ce que tu as envie, toi, en intégrant notre asso Elle au pluriel, qu'est-ce que tu espères que ça t'apporte? Moi j'espère, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment parler de mon métier. Moi en tant que Vanessa, mais aussi parler du métier parce que entre doulas on travaille beaucoup ensemble. On est effectivement, comme tu le disais, quelques-unes à s'être installées sur le territoire d'Évreux et en fait on n'est pas trop nombreuses de toute façon. On a besoin de faire connaître notre métier, ce qu'on peut apporter aux femmes. Donc c'est vraiment Chacun fait différemment. Chacun fait différemment. En général, on va aller vers les gens qui nous ressemblent. Donc, Nawel ou Marie, qui sont des doulas super sur ce territoire aussi, sont différentes. Donc, on a toute notre place. Et vraiment, l'idée, c'est de faire connaître notre activité, notre métier, comment on peut aider les femmes. Et c'est en parlant que ça va être connu. Et puis moi, plus particulièrement, en rejoignant Elle au pluriel, c'est de tisser du réseau. Puisqu'en plus, moi, je suis pas une hébroïcienne. Ouais. Je suis dans le secteur localement depuis 18 mois. Donc, du coup, je lance une activité avec très peu de réseau. Donc, pour moi, c'est important de faire connaître qui je suis, ce que je peux faire. Et puis, aussi d'avoir du soutien. Parce que quand on est entrepreneur, on est un peu seul. Quand on est femme entrepreneur, c'est aussi différent. Parce qu'on a une casquette de maman, je suis pas chef de famille, mais de personnes qui portent quand même beaucoup la charge familiale, plus l'entreprise. Et c'est vrai que c'est des quotidiens qui sont parfois pas simples. Donc, de pouvoir échanger
et un peu aussi déposer à mon tour. Voilà. C'est ça ce qui l'esprit, importe c'est pour ça pour qu'on moi. l'a créé, effectivement, donc c'est chouette. Et tu pourras effectivement parler, parce que dans le cadre de l'asso, et je dis ça s'il y a d'autres femmes entrepreneurs qui veulent nous rejoindre, on organise des ateliers, des thématiques, et tu peux venir sur une matinée, s'inscrivent celles qui veulent, mais justement nous parler de ton métier, parce qu'on sait bien qu'on va recommander quelqu'un qu'on connaît. Si on a confiance, si on a compris ce que tu faisais, si on ne sait pas ce que tu fais, on ne peut pas te recommander. Donc, ça me paraît hyper important. Donc, je pense qu'à un moment donné, tu nous feras une petite intervention. Avec grand plaisir. Sur Elle au pluriel. Ça, je pense que c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as un petit message, un petit mot pour finir? Pour finir, simplement, si vous avez des femmes enceintes ou en parcours de grossesse autour de vous, prenez soin d'elles parce qu'elles en ont besoin. Et puis, n'hésitez pas à leur parler des doulas si elles ne les connaissent pas et à les renvoyer vers moi ou vers d'autres collègues sur d'autres contrées. Mais voilà, en tout cas, pensez aux femmes et prenez soin d'elles. De mon côté, ce sera fait en tout cas. Merci Vanessa. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Innovart Business. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et des idées utiles pour appliquer la multipotentialité dans ton quotidien entrepreneurial. N'oublie pas, la diversité de tes talents, c'est une force, pas une faiblesse. Reste connecté pour de nouvelles histoires, de nouveaux conseils, des discussions passionnantes dans notre prochain épisode. D'ici là, continue à explorer, créer et innover. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.